Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture et je vais faire court aujourd'hui. Oui, j'ai décidé de vous faire des points lecture moins longs, mais plus de vidéos du coup. Donc là, je vais vous parler de 4 romans. 4 romans que j'ai lus il y a déjà un certain temps, je dois bien vous l'avouer. Le premier dont je vous parlerai, il s'agit de cette grosse bricasse. Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, paru chez De Saxus. Celui-là en vaut à peu près 3. Je vous parlerai ensuite de L'Empire s'effondre, le tome 3 de Sébastien Coville chez Anne Carrière. On partira ensuite sur un livre audio avec Emma dans la nuit de Wendy Walker, les éditions Audio Lizzie. Et enfin, je vous parlerai de ma dernière lecture du PLIB pour le PLIB jeunesse Young Adult avec L'Empire des femmes, le tome 1 Sapientia de Cassandre Lambert, paru chez Didier Jeunesse. Il y a un moustique qui tourne. Je vais essayer de l'écraser. Sinon je vais me faire bouffer. Je le vois plus. Ah si. Non. Si. Oh là là, il est rapide. Je l'ai eu. Allez, je commence tout de suite avec cette grosse briquette. Je sais pas si je vais pas vous faire une incrustation d'écran parce que il est trop lourd à porter. J'étais super enthousiaste de commencer ce roman parce que j'avais eu un coup de cœur pour Le Prieuré de l'Oranger. Ici, on est avec le préquel, donc c'est-à-dire que c'est une histoire qui se passe avant Le Prieuré de l'Oranger, mais on est encore dans une grande fresque historique. Clairement, si vous aimez la fantaisie, vous allez kiffer ce bouquin, vous allez aimer, parce que c'est un peu comme Le Prieuré de l'Oranger, c'est quelque chose de gigantesque, une toile qui fait la part des choses avec plusieurs points de vue, quelque chose de très complet, de très complexe, mais ouais, un univers de dingue. J'ai beaucoup aimé ce roman, beaucoup, mais c'est vrai que je l'ai lu fin juin, début juillet, celui-là, et il y a tellement de détails, il y a tellement d'histoires dans ce roman que la majorité sont en train de s'effacer de ma mémoire, parce qu'on ne peut pas tout retenir, on ne peut pas se rappeler de tous les personnages, il y en a tellement. C'est ça qui participe à ce flou, en fait, quand vous commencez ce roman, vous vous dites, oula, je suis où, je suis dans quoi, qui sont ces gens, parce qu'on repart à zéro. C'est pas parce que vous avez lu Le Prieuré de l'Oranger que vous allez forcément tout comprendre dans ce roman, parce que ça se passe avant. Et il faudrait que je relise maintenant Le Prieuré de l'Oranger parce que je suis sûre qu'on parle de ce roman dans Le Prieuré de l'Oranger. On parle des événements qui ont eu lieu et qui ont conduit à tous les événements qui se passent dans Le Prieuré de l'Oranger. Mais voilà, ça se passe avant. On est dans une lutte pour que un ennemi ancestral ne se réveille pas, qu'un immense dragon qui s'appelait comment ? Le sans-nom, voilà, qui s'appelait le sans-nom, ne se réveille pas. Et voilà, on va découvrir tous ces personnages qui vont lutter pour que le sans-nom ne revienne pas, pour que cette destruction de leur univers ne se fasse pas. Il y a en même temps une lutte de pouvoir par rapport au trône, aux personnes régnantes qui ne croient pas à cette fable, qui ne croient pas au Prieuré de l'Oranger, qui a été créé, que ces femmes sont censées protéger tout le monde. Il y a des royaumes qui n'y croient pas, il y a des royaumes qui aiment un faux dieu, bref, voilà, c'est très complexe, il y a pas mal de choses que vous ne comprendrez peut-être pas, des choses politiques, des choses religieuses, des croyances, bref, c'est très complet. Mais j'ai adoré, j'étais tellement bien dans cette lecture, je n'ai pas vu défiler les 1000, combien 1100 et quelques pages. Oui, hein, quand même, hein. Ouais. Je les ai pas vus défiler. Franchement, j'ai pris un plaisir monstre dans cette lecture. Mais voilà, ça peut pas être accessible à tout le monde. Il faut une certaine concentration. Il faut aimer ce genre de roman très complexe, très soutenu.
avec un univers vraiment large, vaste, intelligent. Si vous cherchez quelque chose de simple, ne vous lancez pas là-dedans, ni dans le prieuré de l'Oranger. Mais j'ai aimé tout ça et je suis très heureuse d'avoir cette édition magnifique chez moi. Je me suis pas pris le prieuré de l'Oranger en édition magnifique parce que ça vaut quand même 31,90 €, hein. Mais bon, voilà, il va trouver sa place dans mes beaux livres et je suis ravie de l'avoir et à l'occasion, il faudrait que je relise le prieuré de l'Oranger. Mais bon, il est aussi gros que celui-là. Je vous parle ensuite de l'Empire s'effondre. J'ai terminé une saga, celui-ci faisait partie de ma pile à lire de l'été pour le challenge l'été en série. Donc voilà, c'est le premier que j'ai attaqué parce que en plus c'est un service de presse qui m'a été envoyé par Anne Carrière. J'ai lu toute cette saga grâce à Anne Carrière qui m'a envoyé tous les tomes en service de presse. Il conclut la saga, ça y est, une trilogie est terminée. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que si vous voulez, dans cette saga, on suit Alfred de Pergoal, qui va être le bouc émissaire d'une grande révolution, d'un changement radical dans la société, à la suite d'un attentat qui se produit dans le tome 1. Cet attentat va remettre en cause tout l'Empire, il va remettre en cause son organisation politique, son organisation sociale, la lutte entre les classes, la lutte entre l'envie d'aller vers un avenir technologique, l'envie d'un retour aux sources, des guerres vont éclater pour les prises de pouvoir. Bref, Alfred va être au centre de tout ça. Et en fait, dans ce tome 3, on commence le roman et on se retrouve à l'opposé de ce qu'on connaît. Déjà, on ne retrouve pas les personnages, on ne retrouve pas la société qu'on connaît. On est vraiment dans un endroit du monde qu'on ne connaît pas. Vraiment à l'écart de tout et différent de tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Alors, moi personnellement, ça m'a complètement dépaysée. Je ne savais pas où j'étais. Je ne comprenais pas pourquoi on était à cet endroit-là. Ça s'explique par la suite, hein. Mais j'ai été désarçonnée par ce début. Je n'arrivais pas à me mettre dedans parce que, mais pourquoi était-on à cet endroit-là? Pourquoi on nous expliquait ça? Pourquoi on nous faisait vivre ça? Je n'arrivais pas à comprendre. Et puis quand on change de partie et qu'on va ailleurs, et ben on se retrouve une nouvelle fois dans quelque chose de différent. On ne retrouve pas Alfred, on ne retrouve pas les personnages qu'on connaît, qu'on a suivis, qu'on a appris à aimer. Non, on se retrouve avec les dieux. Et encore une fois, on est dans une partie où on voit le quotidien des dieux, on voit... Alors, c'est particulier parce que les dieux sont emprisonnés, ils ont été faits prisonniers dans une sorte de dimension, on va dire, ils ne peuvent pas revenir sur Terre pour guider les hommes, etc. Et on se retrouve avec ces dieux qui passent leur temps à ne rien faire, à échafauder un plan pour partir, mais c'est très superficiel. Ce sont des dieux qui ne pensent qu'à manger, prendre du bon temps, baiser. Et bref, encore quelque chose qui m'a désarçonnée et waouh, j'étais en mode mais sinon on va voir un jour les personnages. Parce que je vous assure que il fallait attendre un certain moment avant de retrouver les personnages. Donc j'étais pas forcément très emballée. Je crois que oui, c'est ça, il faut attendre 100 pages pour retrouver les personnages. Et quand on retrouve les personnages, et ben là, du coup, mon attention était renouvelée et j'étais heureuse de retrouver ces personnages. Et tout en me disant, mais pourquoi on a eu ces deux parties avant qui m'ont clairement pas apporté grand chose et qui m'ont plus fait lâcher le roman qu'autre chose. Voilà, c'est un choix de l'auteur, je le respecte. Après, c'est mon avis à moi, c'est mon ressenti. Ces 100 pages m'ont complètement sorti de l'histoire. Ensuite, tout s'est très bien passé, j'étais heureuse de voir l'évolution des batailles, des combats menés, les retrouvailles de certains personnages qu'on avait séparés dans les autres tomes. Bref, le dénouement, si vous voulez, pour moi, est un peu étrange, parce que justement, ce dénouement reprend les deux premières parties que je n'avais pas vraiment aimées, ces 100 premières pages, et ben, refont leur apparition à la fin.
ce qui explique cela, hein. Voilà, ce ne sont pas des parties qui ne servent à rien, elles se rejoignent à la fin, mais finalement c'était étrange. Je ne suis pas fan de ce 3e tome, malheureusement. J'aurais préféré autre chose. Mais bon, c'est un choix de l'auteur, c'est son choix, il a décidé de finir sa trilogie comme ça. Qu'il en soit ainsi, je pense qu'il y a matière à faire dans cet univers pour faire une seconde trilogie, hein, clairement. Je pense qu'il a laissé une belle porte ouverte pour continuer là-dedans. Donc pourquoi pas. Après, c'est une écriture très recherchée, très descriptive, où, encore une fois, il faut de la concentration. Vous ne pouvez pas le lire comme ça en dilettante, parce que sinon vous ne comprendrez rien. C'est exigeant. Clairement c'est exigeant, et je suis contente d'avoir fini cette trilogie, et puis à voir si on retrouve cet univers plus tard. Le retour des livres audio. Je me suis pris un thriller en me disant que ce serait probablement plus simple à suivre pour un thriller, et en fait j'ai pas du tout accroché à cette histoire. J'avais déjà lu, je crois, un Wendy Walker, je me rappelle plus lequel, mais j'en avais déjà lu un, et là en audio, écoutez, ça passait bien, mais j'ai pas du tout été convaincue par le final. J'ai même été plus paumée qu'autre chose. J'ai trouvé ça pas très cohérent. Peut-être que si je l'avais lu, encore une fois, ça aurait été différent. J'ai une mémoire auditive beaucoup plus... comment dire, contrariée qu'une lecture visuelle. Je suis beaucoup plus dans un livre quand je lis. Quand je l'écoute... mes pensées divaguent, vont dans n'importe quel sens, et en fait je dois louper des informations importantes, parce que là, franchement, je l'ai trouvé incohérent, ce roman, je l'ai trouvé pas très intéressant, pas très palpitant. Bref, ça m'a pas convaincue du tout, donc peut-être que vous serez plus convaincu que moi, mais alors celui-là, non, je suis passée à côté. On est avec les sœurs Tanner qui ont disparu, donc avec Emma 17 ans et Cass 15 ans. Et on va suivre l'enquête pour retrouver un petit peu ces filles. L'enquête qui va prendre un tournant décisif lorsque une des filles va réapparaître et va commencer à témoigner sur ce qu'elle a vécu. Elle dit qu'elle a été kidnappée avec sa sœur, qu'elles sont allées sur une île, qu'elles ont été séquestrées par un couple, que sa sœur était enceinte, qu'elle a donné naissance à un enfant, que son enfant a été récupéré par le couple qui lui ne pouvait pas avoir d'enfant, bref, qu'il faut absolument sauver sa sœur. Et donc avec les enquêteurs, les parents, etc., on va essayer de retrouver cette sœur disparue. Et puis il y a pas mal de choses, comme je vous l'ai dit, pas convaincue, et clairement j'ai trouvé ça hyper tiré par les cheveux. Et ouais, ça m'a pas emballé. Et enfin on termine par l'Empire des femmes, qui est, je vous l'ai dit, le dernier livre du Plib que j'avais à lire. Donc ça y est, j'ai terminé, j'ai lu les 10 livres pour ce prix. L'Empire des femmes, c'est l'histoire d'une société matriarcale, donc qui est exclusivement dirigée par les femmes. Les femmes dominent, les femmes gouvernent et les hommes servent. Ce sont des serviteurs, hein, clairement, ce sont un peu les esclaves des femmes. Et il y a sur l'île de Ténéros des hommes qui vivent dans la plus grande pauvreté. C'est limite, ils sont abandonnés de tous, hein, mais en fait, une fois par an, on vient les chercher, on en récupère, je ne sais plus, une centaine, pour les emmener dans l'arène et pour les faire combattre. Ceux qui sortent vivants de l'arène deviennent des géniteurs. Ils donnent leurs petites graines pour que les femmes aient des enfants. Et ce sont les femmes de 18 ans qui s'inscrivent pour devenir mères à 18 ans, etc. Donc, dans cette histoire, on va suivre Adonna, qui est la fille d'une grande figure politique. Sa mère est vraiment très influente, dirige la société, et Adonna, elle vient d'avoir 18 ans, sauf qu'elle ne s'est pas inscrite au tournoi parce que elle n'a pas du tout envie d'être mère maintenant. Elle subit la pression de sa mère qui va l'inscrire de force à ce tournoi, donc elle se retrouve inscrite quand même à ce tournoi dont elle ne veut pas. Et on va suivre Elio qui lui vit sur Ténéros et qui veut absolument être choisi pour aller à ce tournoi,
mais le but pour lui c'est pas d'être géniteur, c'est de renverser ce système de femmes qui gouvernent, ce système matriarcal. Son but, il est dans la résistance, il a été formé par celui qui lui sert de père sur Ténéros, le vieux, qui lui a donné un petit peu toutes les astuces, tout pour réussir à fomenter un complot et pour faire tomber ce système. Hélios va être choisi et il va combattre dans l'arène et bien sûr avec Adona il va y avoir quelque chose entre eux, bref voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous parle de mon ressenti sur ce roman. C'était pas désagréable, c'était plutôt un bon roman. J'ai passé un bon moment, il se lit très vite, je crois que je l'ai lu en 2 jours à peine. Donc un bon point, c'est addictif, ça va vite, il y a beaucoup d'action, puisque on se retrouve dans cette arène avec des combattants qui combattent à mort. On s'inquiète quand même pour les personnages, même si Hélios n'est pas forcément un personnage très attachant, puisque il est très haineux, il voue une haine profonde à ce système, ouais, c'est pas quelqu'un dont on a envie de faire ami-ami, clairement. Et Adona, je sais pas trop comment la qualifier, elle change d'avis comme de chemise, elle sait pas trop sur quel pied danser, elle a toujours été manipulée, elle a quand même son avis personnel, mais elle le met pas vraiment en avant. Bref, voilà, les personnages sont pas forcément attachants. Mais sinon, sur le global, l'histoire est finalement assez simple. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Si vous lisez beaucoup de dystopies, et ben finalement c'est quelque chose dont on connaît les trames. Voilà, il y a rien de super original en soi. Mais bon, ça fait le job, puisque c'est addictif, ça se lit hyper bien. Je vous dis, c'est pas finalement si original parce que on voit venir tous les événements, on se doute de ce qui va se passer, et puis je vous dis c'est un petit peu toujours la même trame, donc au final, oui, c'était sympa. Après, ça révolutionne pas le genre, mais bon, ça fait le job, comme je vous dis, donc c'était une lecture plutôt agréable que je recommande si vous voulez avoir un aspect sociétal où justement le pouvoir est inversé, donc ça c'est plutôt chouette. Il y a les dérives partout, hein, comme de partout, que ce soit les hommes au pouvoir, les femmes au pouvoir, il y a des dérives et il y en a certaines qui sont affligeantes dans ce roman. Voilà, ça dénonce certaines choses, mais bon, je ne suis pas sûre de voter pour lui pour le PLIB. Faut que je réfléchisse, je vous ferai un petit top 5 comme je fais d'habitude, je vous classerai les romans suivant ma préférence et puis on verra bien, advienne que pourra, peut-être que mon gagnant sera peut-être le gagnant cette année, sachant que depuis le temps que je fais le PLIB, mon gagnant n'a jamais gagné, donc je porte la poisse à mon gagnant. On verra bien. Écoutez, bon allez, j'en ai terminé, je vous ai parlé de seulement 4 livres et j'ai mis autant de temps que si je vous en parlais de 7 ou 8. Il faut que j'arrête, je suis trop bavarde. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.